réveiller avant que la notification arrive pour le live. On est mardi matin, tranquille, on se réveille ensemble, tranquillement, il est 9h. C'est peut-être le retour d'un gros week-end. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, moi c'est Alex, je suis monteur pour Crypto Future et aussi pour Julien Roman. Mais là on est sur la chaîne Twitch de Crypto Future, donc voilà. Je fais des lives tous les lundis matins normalement, mais vu qu'hier c'était férié, on l'a décalé à mardi, aujourd'hui, voilà. Fonda plus que technique, en effet, un peu plus fonda que technique, même si en ce moment, et ça fait assez longtemps, que je ne consacre plus assez de temps à aller chercher des projets, à aller creuser à droite à gauche. Salut le Cap Rouge, je découvre l'univers crypto et me demande si c'est le bon moment pour rentrer compte tenu du crash de cette dernière semaine. Et bah justement, la réponse est dans ta question, étant donné qu'il y a eu un crash durant ces dernières semaines, même ces derniers mois, hein, il faut savoir que le top qu'on a fait sur Bitcoin, il a été fait en novembre. Si vous considérez qu'on est en bear market et qu'on va refaire comme en 2017, je pense que c'est pas le bon moment pour investir, c'est sûr. Néanmoins, on est quand même sur des supports qui sont solides et sur lesquels on remarque que le Bitcoin a du mal à descendre en dessous. Donc, je pense, moi personnellement en tout cas je recharge, donc je pense que c'est un bon moment pour soit rentrer, soit pour recharger dessus. Voilà. Mais étant donné qu'on a déjà fait beaucoup de baisses, c'est peu probable qu'on refasse encore beaucoup de baisses, tu vois. Ah, ils se sont fait hacker. J'étais pas du tout au courant. Je vous avoue que... Ah, ils se sont fait hacker entre dimanche et lundi. Journal du coin. Ah ouais, c'est fou ça. Bah du coup, GG à tous ceux qui ont racheté du GLD à 5$. Hein. Je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va être très volatile du coup sur les GLD. Oui, c'est vrai que au moment où ils ont ouvert le Maillard Exchange, ils ont... comment dire, ils ont mis énormément en avant le token MEX et ils en ont distribué à presque toute la communauté qui avait des GLD dans les 6 mois précédant l'ouverture du Maillard Exchange. Jusqu'à ce matin, le DEX Maillard se porte plutôt bien, malgré un marché des cryptos pas très joyeux. Mais entre 1h et 2h du matin, heure française, ce lundi 6 juin 2022, de premiers signes inquiétants sont apparus, reportés notamment sur Twitter. Des ventes massives de plusieurs centaines de milliers de dollars de GLD se sont succédées à une vitesse folle. Certains montants ont même dépassé le million de dollars. Ah, si vous voulez, je vais vous le mettre. Hop. Voilà. Et là, il nous montre un tweet justement à 11h, comment dire, à 23h. Il y a eu plusieurs transactions qui ont commencé à pop sur l'Explorer. Et du coup, vous voyez, 5 millions de dollars, 5 millions d'USD, enfin 5 millions d'USDC, 5 millions d'USDC, 300 000, 250 000 UTK qui ont été vendus, 500 000 dollars, 600 000 dollars, 400 000 dollars. Bah, c'est assez fou. Et ça, c'est probablement soit des liquidations, soit je sais pas du tout ce qui a pu se passer. Ces inquiétudes ont été confirmées par les équipes de la plateforme d'échange décentralisé. Benjamin Minkou, cofondateur et CEO d'Elrond, annonce ainsi sur son compte Twitter: nous enquêtons sur une série d'activités suspectes sur le Maillard DEX. Tout le monde est là, sur le pont, nous ferons des mises à jour. Ah, c'est pour ça! Il avait dit à 7h du matin, comment dire, c'était... alors, c'était soit... Ouais, c'était hier matin, c'était lundi matin. Il disait, il est 7h, on est toujours en train d'investiguer et tout. Une chute dramatique de 93%, ça c'est fou quand même. C'est assez dingue, et du coup ça peut faire peur comme si c'était du Luna, mais finalement il a fait un espèce de V-bottom, c'est fou. J'étais absolument pas au courant de cette histoire. Il faut dire que les échanges ont été stoppés sur Maillard pour éviter l'effet domino. Ouais, et ça c'est une très très bonne réaction. Et est-ce que c'est... J'aimerais bien savoir si c'est un arrêt automatique, ou si c'est un arrêt qui est effectué par les équipes. Dans les deux cas, c'est assez, comment dire, emmerdant, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas libre du coup. Vous imaginez un jour s'il y a par exemple une envolée des prix et ils font pareil, ils arrêtent les échanges. Ben, je suis pas sûr qu'ils feraient pareil déjà, je pense qu'à mon avis ils laisseraient faire les échanges. Par contre à la baisse ils le font. Donc c'est une bonne chose pour éviter que le token se crash. Est-ce que ça veut pas dire justement aussi que c'est possible un jour qu'en fait ça se crache et qu'on puisse jamais retirer nos GLD, ou alors que ça monte et que... Enfin voilà. La différence avec le marché, le marché boursier, c'est que en bourse, pour venir en bourse et avoir des investisseurs, c'est très compliqué de rentrer en bourse. Là où sur la crypto, tu crées une crypto en 10 minutes, tu peux directement déjà avoir des échanges avec 10 000 dollars, tu vois, même pas, avec 500 dollars, tu vois, sur ton truc. Et donc forcément, t'as un mec qui en achète 1 million, bah ça pump fois je sais pas combien, il le revend tout, enfin voilà. Tout à fait d'accord avec toi, Bandix. Le Maillard Exchange, oui, le Maillard Exchange, c'est un DEX, donc un Decentralized Exchange, donc un exchange décentralisé. C'est plutôt un exchange centralisé, dans le sens où nous dans les cryptos on kiffe le fait que ça soit décentralisé, et au final leur DEX est plutôt centralisé, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de prendre beaucoup de décisions sur leur DEX, ce qui est un petit peu contre-intuitif, parce que normalement un exchange décentralisé t'es censé demander à la communauté avant, d'autant plus qu'ils ont un onglet gouvernance. Donc par exemple la plupart des holders de MEX devraient être consultés à chaque fois qu'il y a une décision à prendre comme ça. Néanmoins, je suis plutôt content parce que, imagine il est arrivé à 5$, imagine s'il était arrivé à 0,
le GLD, ça aurait pu faire un effet domino un petit peu sur toutes les plateformes. Donc c'est néanmoins une bonne décision pour protéger les investisseurs. Tu vois ce que je veux dire? Le GLD, ça peut être un bon plan pour un rebond comme Luna, qui plusieurs jours après le crash a fait 4000%. Ouais, mais là il est remonté déjà, le GLD. Je crois en tout cas, hein. Je ne sais pas. Donc apparemment les fonds sont partis de Binance. Un smart contract aurait été déployé et aurait permis selon lui d'obtenir 1,6 million de GLD. Ces 3 portefeuilles sont ceux qui ont vendu une énorme quantité de GLD. Ils ont créé en même temps et ont reçu des fonds de Binance. Puis ils ont déployé un smart contract avec une méthode appelée deploy. Ok, il faudrait que je me renseigne là-dessus. J'ai pas le tweet, on n'a pas les images. Faudrait que j'aille voir. Vous pensez pas que les investisseurs aient peur d'investir dans les crypto-monnaies avec un problème qui a eu... Si, c'est possible que les investisseurs aient peur. Moi, en tout cas, aujourd'hui, ce que je pense... Déjà, j'ai hâte que GLD revienne à mon break-even, parce que j'en ai marre là qu'il soit trop bas, ça me saoule. De toute façon, si le Bitcoin remonte, GLD remontera forcément. Peut-être un peu moins vite, étant donné la peur qu'il peut y avoir sur le marché. Le fait aussi qu'ils aient ce crash, ça montre aussi que leur code n'était pas parfait. Mais néanmoins, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que le Luna, il a pété, il a pété très récemment, c'était une blockchain qui était assez récente, je crois, hein, si je dis pas de conneries. C'était assez fébrile. Là où le GLD, j'ai l'impression, il est assez vieux, il l'a depuis plus longtemps, ça fait depuis 2019 qu'il peaufine, et ils ont jamais été hackés d'une aussi grosse ampleur. Et là où ils ont bien fait les choses, c'est que malgré le fait qu'ils se soient jamais fait hacker, pratiquement, enfin je crois, en tout cas j'ai pas, à ma connaissance, j'ai pas entendu d'autres hacks sur le GLD, et ben ils ont très bien réagi. C'est-à-dire que là ils ont vu, leur token est beaucoup descendu, derrière ils ont très bien réagi, en essayant de bloquer les échanges, ce qui peut être une bonne comme une mauvaise chose, je sais pas. Mais ils ont bloqué la baisse du prix, sur le Miner Exchange en tout cas, c'est-à-dire que les gens étaient libres de vendre leurs GLD sur Binance, hein, bien évidemment. Et c'est ce que les gens ont fait sur Luna d'ailleurs. Par contre, c'est pas la blockchain ici, le problème c'est un smart contract exactement. Et j'aimerais bien en savoir plus, j'ai hâte qu'on sache un petit peu plus ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du smart contract, pourquoi ça a fait ça. Un petit peu comme les gens ont fait sur Luna, vous savez. À 10h30 du coup, on va finir ce live ici, aux 10h30 ou 10h45, bref, on verra. Et en gros, on va directement passer sur ma chaîne perso, et on va déguster du fromage. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais je vais vous raconter un petit truc. En gros, moi, il faut savoir que je suis un amoureux de la cuisine française, et c'est d'ailleurs pour ça que tous les mardis, normalement, je faisais des plats français. On a fait des plats strasbourgeois alsaciens la semaine dernière, on a fait du rougail saucisse qui vient de la Réunion, on a fait du poulet basquaise, donc du Pays Basque, on a fait aussi un poulet colombo, donc ça c'est la Martinique, Antillais représente. Tous les Antillais. On a fait aussi... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oh, je sais même plus ce qu'on avait fait. Bref, normalement, on en fait tout le temps comme ça, on fait des plats français. Et là, il s'avère que je n'avais pas d'idée de plat, et en plus, j'avais pas de quoi préparer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté, enfin pas contacté, mais j'ai été sur une fromagerie en ligne qui s'appelle Les Frères Marchands, qui vend des fromages, et où on peut payer en EGLD, du coup. En EGLD, en Bitcoin, en Ethereum, enfin bref, grâce à Utrust, justement, je vous en parlais juste avant, c'est une entreprise qui a été rachetée par Elrond. Et donc, j'en ai acheté, j'ai acheté du fromage, j'ai acheté un morceau de comté, et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une recette avec, ou quoi, ou le déguster. Et finalement, il s'avère qu'en fait, il y a un petit message dans la commande qu'on peut mettre, et je leur ai dit, le fromage sera dégusté en live mardi à 10h30 et tout, sur ma chaîne Twitch, etc., avec le lien, machin. Je reçois le colis, et je trouve qu'il est pas mal lourd quand même, mais je me dis, bon, c'est peut-être les emballages, c'est peut-être, je sais pas, peut-être que c'est aussi lourd. J'avais commandé que 250 grammes de comté, mais bon, la boîte est assez massive. J'ouvre la boîte, et il y a un petit message, en gros c'était marqué merci Alex pour votre commande, n'hésitez pas à nous taguer sur Twitter quand vous êtes en live, machin, on passera faire coucou. Et donc, on va déguster une box entière de fromage, parce qu'ils m'ont envoyé en fait leur box de joint. Alors je sais pas si c'est la procédure, ou parce que j'ai décommandé en début, ou alors parce que c'est ma première commande sur le site ou quoi, mais ils m'ont envoyé toute une box, avec mon comté bien évidemment. Et du coup on va déguster tout ça, on va parler de GLD, de Stephen, de ce que vous voulez, pendant qu'on déguste justement les bons fromages qui à mon avis auront un petit arrière-goût de GLD. Donc, EGLD. Bitcoin, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on range depuis un bon mois complet, on va regarder ça en H4 par exemple. Vous voyez que le range n'en finit pas, on a essayé de faire des petites percées à la hausse, à la baisse, mais en tout cas le range continue, toujours, encore et toujours. Donc voilà, c'est ok pour l'instant. J'avais noté qu'on était en train de monter durant les derniers jours, les dernières heures là, mais finalement on est quand même redescendu dans la nuit, donc c'est pas grave, on a fait un pétard mouillé, ça arrive, hein, ça arrive. Donc, on va commencer par l'analyse weekly, ensuite on partira en daily, et ensuite en monthly un petit peu, j'ai quelques trucs à vous montrer. 8-9 semaines de baisse, et là du coup, dimanche, on a clôturé dans le blanc. Alors, dans le vert plutôt. Oui, pourquoi mes bougies sont de cette couleur-là? Pour ceux qui connaissent pas, c'est juste qu'en fait, en gros, le gris foncé, c'est quand ça descend, et le blanc, c'est quand ça monte. Tout simplement parce que je trouve que c'est psychologiquement, c'est mieux. En tout cas, je stresse moins depuis que j'ai mis ces couleurs-là. Alors, les volumes sont pas très intéressants.
ils restent assez stables, ils sont plus hauts qu'à certains moments, mais c'est pas fou non plus, quoi. Genre, c'est pas une grosse remontée comme on a pu faire ici, cette semaine-là, quand ça a craché. Donc voilà. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on stabilise, on traîne un petit peu ici, et on retourne sur des bottoms qui sont... comment dire? Ouais, qui sont là, aux alentours des 30 000 $. On stagne un petit peu. Et puis voilà, on range tranquillement, et puis on stabilise, on accumule. Une grosse période d'accumulation. C'est une grosse période d'accumulation, finalement. Le MACD qui est toujours dans le rouge, mais qui aurait peut-être timé un bottom. Je vous rappelle que le MACD est relié directement au cours, et que c'est pas le MACD qui fait marcher le cours, mais c'est le cours qui fait marcher le MACD. Et là, vous voyez, par exemple, il a timé entre guillemets un bottom, c'est-à-dire qu'on est descendu bas, puis après on est remonté. Ici, vous voyez, parce qu'en fait, les bougies sont rouges, et ensuite elles sont rouges pâles quand elles remontent. Est-ce que ça va faire pareil ici, ou ça va remonter ici parce qu'on aurait timé un potentiel bottom? C'est possible. En weekly, je sais que la force est assez grosse normalement pour que ça remonte. Ici, par exemple, entre le bottom et le top, on a fait environ... on a fait quand même presque 50%, hein, ce qui serait plutôt positif. Bon, on va faire un truc assez con, mais si on prend vraiment du bottom qu'on a fait là, et qu'on prend 50%, voilà, on reviendrait peut-être aux 44 000, ce qui serait pas déconnant, mais je sais pas si ça serait sain pour le cours. Moi, je vois bien une période d'accumulation pendant plusieurs semaines encore, ce serait potentiellement, ça serait pas mal. La MA200 en weekly, elle va nous toucher vers les 22 300, donc si on retouche la MA200, sachant qu'on l'a toujours touché, on l'a jamais traversé pratiquement, je vais juste regarder sur le BLX si je l'ai... BLX, hop, merde. Ah ouais, ça j'avais mis. Justement, c'est intéressant de voir un petit peu ça. On verra ça juste après. Mais vous voyez, la MA200, on l'a des fois traversée, mais on est toujours resté globalement dessus. Donc moi, si on revient sur la MA200, c'est un prix... ça dépend parce que du coup, c'est une moyenne, du coup, elle bouge tout le temps, mais c'est un prix sur lequel, oui, je reviendrai forcément. Je reviendrai forcément mettre un petit billet. Que ce soit sur Bitcoin ou sur d'autres altcoins. Il y avait la théorie de Crypto Mignon dans le live de CF la semaine dernière. Vous pouvez retrouver la rediffusion en exclusivité sur Crypto Future Live, du coup. Et du coup, en gros, il disait que pour lui, on irait faire un V-bottom, quelque chose comme ça, sur les 20 000, mais il a dit faut pas traîner. Vraiment qu'on aille faire genre une touchette, histoire de faire hop, une petite capitulation, de faire peur à tout le monde, et hop, on repart d'un seul coup, histoire de faire sortir tout le monde, mais vraiment tout le monde, même ceux qui auraient pris des positions à ce niveau-là. Et moi, je pense que ça sera pas aux 20 000 $, mais plutôt, pourquoi pas, sur la MA200. En tout cas, une clôture sur la MA200, moi, je réinvestis à fond. C'est risqué, mais je réinvestis. Parce qu'en fait, le Bitcoin... Vous vous rendez pas compte, mais tout le monde veut du Bitcoin quand il arrive sur des niveaux comme ça, sur les 50 000 et tout. Par contre, personne n'en veut quand il est au 20 000, alors que les fondamentaux sont encore mieux. C'est ça qui est dingue, tu vois. Et moi, je suis sûr que dans 10 ans, on a un Bitcoin à 1 million. Donc, si je pars de ce postulat ici, 20 000, tout 1 million, c'est énorme. Tu fais un... j'ai pas envie de dire de la merde, tu fais un x50. Tu fais un x50 sur Bitcoin en 10 ans. Énorme. Tu mets 20 balles, ça se transforme en 1000 $. Et du coup, il y a trop de gens qui attendent justement un retour à la hausse. Et donc, si on y va vraiment rapidement vers la baisse, en fait, mais hyper rapidement, hein, genre vraiment un crash comme si ça allait redescendre à zéro, genre peut-être en un jour ou je sais pas, et ben ça pourrait faire sortir beaucoup de monde, tout le monde prendrait peur, beaucoup de gens reviendraient sur le marché, ça permettrait aux gros investisseurs de prendre des positions sur les 20 000 et ensuite remonter. Donc oui, ça serait une grosse, comment dire, serait une grosse manipulation de marché, mais néanmoins, quand t'es dans un marché comme ça, c'est normal, entre guillemets, j'ai envie de dire. Après, je vais prendre tes bénéfices, tu feras pas x50, mais en effet, il y a des gens qui feront peut-être x50, hein. Franchement, c'est possible que des personnes s'ouvrent un portefeuille Bitcoin, qui disent, bon allez, je mets 1000 $ en Bitcoin, on verra dans 10 ans, ça se trouve je vais faire 50 000 $, ça va être nickel. Et peut-être que dans 10 ans, en fait, on se dira, ah bah merde, en fait, j'ai des bitcoins, tout le monde accepte le bitcoin, bah je vais les dépenser, en fait, tout simplement. Le RSI, du coup. On est au retour sur les mêmes points qu'en mars 2020. Alors là, le contexte est très différent, parce qu'en mars 2020, on avait fait vraiment un flash crash, là où, nous, ça fait à peu près 6 mois qu'on est en train de descendre. Donc depuis qu'on a fait, depuis le RSI ici, on est en train de descendre. Mais sachez qu'on est sur les mêmes points que mars 2020. Là où ce qui peut faire un peu peur, c'est qu'en gros, le bear market de 2018, donc juste là, on était redescendu encore plus bas, hein, bien évidemment. On était redescendu, du coup c'était quand le Bitcoin était aux 3200 $, on était redescendu du coup sur les 29. Donc là c'est possible en fait que, justement ça corrélerait avec cette théorie, on descend sur la MA200, on revient sur des bottoms qu'on n'a pas atteint, enfin sur des prix qu'on n'a pas atteint depuis 2020, depuis décembre 2020. On vient faire un bottom du coup sur les 29 du RSI, comme on a l'habitude de faire en bottom de bear market, et ensuite on repart à la hausse. Petit à petit, ou d'un seul coup, bref, on verra. Mais ça peut être intéressant. Voilà, c'est ce que je mettais dans mes... En plus, c'est ce que je mettais dans mes analyses, plonger possible de plonger à la MA200 rapidement pour faire peur à tout le monde, exactement ce que j'ai mis. Voilà. Comme quoi, on est raccord. Ensuite, en daily, qu'est-ce qu'il nous fait? En daily, c'est un range, hein. J'avais dit, hier, que...
Ça montait tranquillement, mais c'est pas fou. Et donc ça, c'était hier que j'avais fait l'analyse, du coup, hier soir. Et du coup, ce matin, bah, c'est un peu la catastrophe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on fait une grosse bougie de ravalement, si on clôture là, en tout cas. Je sais pas à quoi est due la baisse, c'est peut-être une news, ou peut-être juste parce que les gens prennent des profits, ou j'en sais rien. Ou peut-être parce qu'il y a une force vendeuse sur Bitcoin, ça c'est possible aussi. En gros voilà, bougie de ravalement, en gros c'est-à-dire qu'on fait une bougie qui est plus grosse que celle de la veille, et si on clôture à ce niveau-là, ça veut dire que dans les prochains jours, c'est possible qu'on revienne soit sur un bottom du range, soit justement, comme on le disait, sur la MA200 qui est aux alentours des 20 000, donc à peu près par là. Ça serait possible qu'on fasse une descente comme ça et qu'on reparte à l'os. Je vous avoue que ça serait inédit depuis 1 an et demi, du coup, qu'on revienne sur les aux alentours, enfin dans la vingtaine, quoi, dans les 22 000, quelque chose comme ça. Mais ça serait surprenant, mais amusant pour moi. Parce que là, du coup, si j'en crois normalement les conseils qu'on donne, ne pas investir tout son portefeuille, n'investir que ce qu'on peut se permettre de perdre. S'il y a un crash, on n'est pas censé avoir mal. On est censé se réjouir parce qu'on va racheter, justement. Et parce qu'on a de l'argent de côté, etc. etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se réjouissent pas quand il y a un crash, alors que c'est le meilleur moment pour investir. Moi, je m'en suis rendu compte que je peux me permettre de perdre le jour où il y a eu commencé à avoir des bugs, où il y a commencé à avoir des crashs et tout, et je me dis, mais en fait, le Bitcoin peut retomber à zéro par une manipulation de marché, etc. Assez rapidement, même d'autres crypto-monnaies. Investir en crypto-monnaie, ça peut être 10 € par mois. Moi, par exemple, je vais pas vous mentir, je vais vous dire exactement les chiffres, j'investis 2 fois par mois, enfin en tout, j'investis 100 € par mois en bourse, en DCA, et donc toutes les 2 semaines en fait j'ai un plan d'investissement qui se lance sur CAC 40, S&P 500 et Nasdaq. CAC 40 juste pour dire que j'ai investi en France, voilà. Du coup, tous les mois, en fait, j'ai... alors, je sais plus exactement combien c'est la somme, mais ça tourne aux alentours des 17 € je crois. Toutes les 2 semaines, j'ai 17 € qui part sur le CAC 40, sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Toutes les 2 semaines. Tac, 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 tac. Et je recharge mon compte petit à petit. Alors certes, c'est pas énorme comme investissement, mais à la fin de l'année, 100 € par mois, ça fait déjà 1200 d'investissement. Tu vois, en DCA, etc. D'autant plus que si on a un crash et puis que ça remonte par derrière, ça peut faire un petit pactole. Ça peut faire 100, 200 par an d'investissement, en plus de revenus passifs. Je me rends pas compte que je peux perdre. Je pense car j'ai une vision long terme. La baisse mensuelle ne m'affecte pas plus que ça. D'accord, bah voilà. En fait, ça dépend de vraiment chacune des personnes, en fait, la stratégie d'investissement. Je voulais vous montrer quelque chose. Vous savez, on parle beaucoup des... là, il y a 3 mois de baisse. On parle beaucoup des 10 semaines de baisse qu'on a eu. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que le vrai record, en fait, de baisse, c'est 5 mois. C'est 6 mois, pardon. C'est 6 mois qui a été en bear market de 2018. En bear market de 2018, on a fait 5 mois de baisse pour un total de 60%. Donc en réalité, aujourd'hui, on n'a que 3 mois de baisse. Et dans les 5 mois, dans les 6 mois en fait, c'était pas tout le temps que de la baisse. C'était genre 3-4 semaines de baisse, hop, ça remontait, hop, 3-4 semaines de baisse, hop, ça remontait une semaine, hop, 3-4 semaines de baisse, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, tous les mois, on clôturait une fois de plus dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Donc en réalité, je pense qu'on est encore, comme le disaient beaucoup de personnes, sur quelque chose où les gens attendent une montée. Les gens attendent pas encore de descendre, ils s'attendent à remonter bientôt, tu vois. Ils attendent une remontée et ils hold tout le temps. On n'est pas encore dans le bear market 2018 où il y a une capitulation, etc. Ouh. Et le MACD, hein, encore, qui avait encore une fois de plus raison, hein, qui nous a timé le top, et qui nous timera un bottom, ça serait possible, mais pour l'instant, on est encore en baisse. Donc le mois de juin encore rouge, mois de juillet peut-être une remontée, on espère, on verra bien. Et du coup le RSI qui est au même niveau que... alors ici, qui est au même niveau que le bear market de 2018, en effet. Donc je sais pas si c'est positif ou négatif, il faudrait aller voir à long terme. Ok, donc il n'est pas vraiment au même niveau, ça dépend. Le BLX nous dit qu'il n'est pas au même niveau. Bon, ça dépend. Voilà. En gros, on peut faire encore une descente pour retourner, ce qui est très positif. Et en vrai, je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. On clôture juin, là, on est quoi? On est début juin. On clôture juin vers les 23 000. Je pense que le RSI peut retourner à des niveaux comme en 2018. En plus, on fait un rebond sur la MA200. En plus, ça veut dire qu'on aura fait un crash, on aura liquidé tout le monde. Et en plus, ça sera des bons moments pour investir. Autant vous dire qu'à 22 000, les gars, c'est vraiment, je pense, soit on aura trouvé notre bottom, soit ça sera un excellent moment pour réinvestir. Du coup, gardez toujours des liquidités de côté. Et oui, je voulais vous parler d'un truc aussi. Beaucoup de personnes parlent de bull run, de bear market, prochain bull run, next bull run et tout, comme si c'était fini. Mais en fait, les gars, le Bitcoin, c'est un bull run à lui tout seul, en fait. Le Bitcoin, c'est un bull run à lui tout seul. C'est un truc qui ne fait que augmenter. Et là, il faut savoir que ici, aujourd'hui, là, alors je sais pas combien il y avait de personnes ici, là, on est en logarithmique, hein, ça. Donc vous voyez que là, en fait, on est passé, regardez les prix à droite, on passe de 12 centimes à 20 $,
et là on passe de 20 dollars à directement 7000 dollars, donc c'est logarithmique. En gros, ça augmente de plus en plus rapidement. Je pense qu'au fur et à mesure, on va avoir une adoption de Bitcoin qui va être de plus en plus massive, et qui en fait va augmenter au fur et à mesure. Et moi je pense, j'ai pas envie de mettre un point tout de suite, parce que je sais pas si j'utiliserai encore TradingView dans 10 ans, c'est possible, mais en gros là on est quoi? On est le 7 juin 2022, j'ai envie de mettre un truc le 7 juin 2032, et je pense que en juin 2032, on pourra atteindre les 1 million. Ou en tout cas, on sera pas loin d'1 million. Et ce que je vous disais, en gros, c'est que beaucoup de gens disent bull run, bear market, parce que en gros, on a eu un bull run ici, un bear market. Un bull run, un bear market. Un bull run, un bear market. Un bull run, et là, on a l'impression que c'est un bear market. Mais en réalité, est-ce qu'on serait pas en fait rentré dans une nouvelle phase de super cycle? On a l'impression aussi que le Bitcoin fait un peu une phase de grosse hausse, stabilisation, grosse hausse, stabilisation, grosse hausse, stabilisation. Et moi, j'y crois à ce super cycle qui pourrait en fait continuer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on fasse des tops, en fait, qui sont pas très hauts des anciens. Par exemple, là, vous voyez que on a fait notre premier top vers les 60 000. Le deuxième top, on l'a fait à 70 000. Est-ce qu'on pourrait pas faire un top, par exemple, à 80 000 la prochaine fois? Puis on redescend vers, pareil, soit les 30 000, soit les 40 000. Puis ensuite, on fait un top à 90 000, etc. Et des cycles à peu près de 6-7 mois comme ça. Et beaucoup de gens aussi disent, non mais regarde mec, un top de marché, c'est hyper pointu, c'est hyper en parabole. C'est possible qu'on ait des phases paraboliques, mais je pense pas aussi grosses que ce qu'on aurait pu avoir ici. Moi je me rappelle que vers mai 2021 du coup, j'étais très à fond avec CF sur son site, sur ses mails, sur sa boîte de réception, etc. Il recevait pas mal de demandes de sponsors, machin, et du coup j'étais là pour l'aider. Et on avait du coup aussi des abonnés qui envoyaient des mails, et un jour on a reçu le mail d'un abonné en fait qui était père de famille, seul, avec son fils, et en fait qui a dit j'ai investi beaucoup dans les cryptos, je pensais offrir un avenir radieux à mon fils, etc. J'ai mis 13 000 €, toutes mes économies, et j'ai tout perdu d'un seul coup. Il a dit je suis au courant que vous pouvez pas m'aider, néanmoins je voulais partager mon histoire, etc. Et donc voilà, c'est très dommage, il a mis tout dans les crypto-monnaies, il a je pense perdu beaucoup, mais voilà, donc faites très attention, ça peut aller très vite dans les deux sens. Alors certes vous pouvez faire des gros gains, mais ça n'arrive qu'à très peu de monde. On entend toujours les personnes qui arrivent à gagner des millions, à gagner des milliards, etc. On a entendu beaucoup de personnes qui ont perdu, et il faut savoir aussi qu'il y a le revers de la médaille qui est qu'il y a eu pas mal de suicides au niveau de quand Luna en fait a craché. Je crois qu'il y a, j'ai pas envie de dire de la merde, mais je crois qu'il y a eu une vingtaine de suicides, quelque chose comme ça, pour le Luna. Au moins, en tout cas. Donc voilà, faut faire très attention, ça peut aller vraiment très vite dans les deux sens. Certes, vous pouvez faire un hyper bon coup sur une crypto-monnaie qui est pas du tout connue et tout, vous avez mis 20 000 $ et vous ressortez milliardaire, comme par exemple le Shiba, mais néanmoins, vous pouvez aussi tout perdre d'un seul coup, si le token sur lequel vous avez investi crash ou est trop manipulé, etc. Faut faire très attention, et moi, les cryptos sur lesquels je vous conseillerais, entre guillemets, même si c'est pas un conseil d'investissement, les crypto-monnaies les plus safe, c'est bien sûr Bitcoin et Ethereum. En plus que Ethereum va passer un nouveau step cet été, passer en Ethereum 2.0, qui est pas vraiment Ethereum 2.0, c'est plutôt Ethereum Consensus, et le Bitcoin qui est la plus vieille crypto-monnaie, qui au fur et à mesure des jours voit ses fondamentaux qui augmentent. Parce que plus chaque jour que le Bitcoin arrive à survivre et à rester en vie et arrive à maintenir un prix, à avoir une stabilité au niveau de ses fondamentaux, et ben c'est un jour de plus gagné dans la conquête de l'économie mondiale, j'ai envie de dire. Mais je voulais parler, oui, du coup, de STEPN. STEPN, il n'y a pas de news sur STEPN, mais je voulais parler un petit peu de STEPN, notamment parce que il y a quelques semaines, il y a quelques mois, tout le monde ne jurait que par STEPN et voulait s'acheter une chaussure qui valait à l'époque à peu près 1200 $, quelque chose comme ça, pour pouvoir rembourser, etc., machin. Il y a un mois, par exemple, moi j'ai voulu investir sur STEPN il y a à peu près un mois, donc début mai 2022, ouais, et j'ai dit à ma copine, ouais, je vais investir 800 $ dans une chaussure et tout, je pourrais le rembourser à peu près en un mois. Sachez qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas rembourser cette chaussure, parce que le floor price est tellement descendu que il vaudrait déjà plus grand chose, et en plus, avec ce que j'aurais marché, j'arriverais pas à faire des gros gains. Parce que le floor est tellement descendu. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un mois, on devait compter 800, avant le crash qu'on a eu, on devait compter à peu près 800 $ pour une chaussure. Après le crash, on devait compter environ 400 $ environ. Et aujourd'hui, en fait, on doit compter 150 $. Voilà. Pas fan, je suis sorti pour FitFi. Ouais, FitFi, pas fan non plus. Hein. Step Up, là, à mon avis, c'est soit un scam, soit un truc qui va essayer de faire comme STEPN, mais ça va cracher en 2-2. Ouais, en mars, c'était une bonne affaire. En avril, ça continue à être une bonne affaire. En mai, ça a commencé à être bancal. En juin, c'est potentiellement redevenu une nouvelle bonne affaire.
En tout cas, moi, sachez que si j'investis dans STEPN, déjà je prendrai, je pense, une runner, ou une walker, ou une jogger, enfin bref, un truc comme ça, et je mettrai pas plus de 50 balles dans une chaussure. Ça c'est sûr et certain, je ne mettrai pas plus de 50 balles dans une chaussure, parce que je me dis, bah c'est une paire de chaussures en NFT au pire, et au pire, à chaque fois que je vais marcher, bah je vais activer mon application STEPN, et puis je vais gagner un petit peu de thunes. Et je m'en fous du retour sur investissement que j'aurai. Et en plus, je me dis, si j'en achète une à 50$, et que dans quelques semaines, bah il y a le retour du bull run, que les gens se réintéressent à STEPN, ma chaussure peut reprendre, je sais pas, 2-3 fois son prix, pourquoi pas. Mais je m'en fous. En fait, si j'investis sur STEPN, ce serait vraiment en mode je m'en fous du retour sur investissement. C'est vraiment juste pour marcher et gagner un petit peu de thunes à chaque fois que je marche en gros. Mais c'est aussi parce que le prix sur la BSC a rejoint le prix sur Solana. Parce que oui, il y a double blockchain et tout sur l'application. C'est un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas dans le délire, mais voilà. C'est combien une chaussure maintenant? Sur la blockchain Solana, c'est 4 Solana, donc environ 150$. Et sur la blockchain BSC, c'est 0,75 BNB, donc à peu près 200$. Voilà, ça c'est très bien, MyPoro, c'est très bien ce que tu dis. Il faut qu'on crée des runs. En fait, faut qu'on arrête de dire faut créer des play to earn, des run to earn, des walk to earn, des move to earn, des trucs comme ça. Il faut créer des jeux qui sont en play and earn, des move and earn, et plus des move to earn, tu vois. Et je pense qu'en fait, les premiers investisseurs qui sont venus sur STEPN, bon, beaucoup étaient en mode je vais rembourser directement et tout, notamment CryptoMillion qui a fait beaucoup de thunes avec ça. Il s'en cache pas, il le dit directement. Et je trouve ça très bien en réalité, hein, parce que voilà, t'investis dans les crypto-monnaies, tu fais des thunes, bon bah voilà, t'as tout gagné. Mais néanmoins, je pense qu'il avait vu juste, Julien Roman, c'est qu'en fait, c'est tout d'abord une application pour marcher et gagner un petit peu de crypto-monnaie à côté. Voilà. J'ai tellement de projets en tête sur ça, c'est dommage que je ne sache pas programmer. Bah, je t'invite à t'entourer de personnes qui savent programmer pour des applications Web3 ou tout simplement des applications tout court. Ça pourrait être ultra intéressant. Parce qu'en fait, si t'as une idée, ça ne vaut rien. En fait, j'avais vu ça, une idée, ça ne vaut rien tant qu'elle n'a pas encore été lancée, mise en place, etc. Tu vois. Juste une idée, ça vaut rien. Mais tu viens et puis tu t'entoures de personnes qui savent développer, qui savent programmer. Si tu crois au projet, c'est le moment de rentrer sur STEPN. Non, du tout. Si tu crois au projet, c'est pas le moment... Enfin, si tu crois au projet, c'est toujours le moment de rentrer sur ce projet, mais... moi, j'y croirais pas, en tout cas. Le projet est trop bancal. La supply du GST, le token d'utilité, il a une supply infinie. Il est pas pricé à un maximum. Il a une supply infinie, donc il va continuer à descendre, et tant qu'il n'y aura pas de nouveaux investisseurs sur STEPN, STEPN continuera à descendre aussi. C'est un pétard mouillé en fait, STEPN. Mais je pense qu'un jour ça va se stabiliser, peut-être que le floor price va stabiliser, je sais pas moi, 20$ au niveau des chaussures, et qu'au final on va pouvoir gagner quelques centimes pour marcher 10 minutes, tu vois. 1 ou 2$ pour 10 minutes, moi je les prends tous les jours. 1 ou 2$, ça fait qu'à la fin du mois, bon bah t'es à 30$, 30-60$, en ayant une seule chaussure que t'as acheté peut-être 20 ou 30$, j'en sais rien, tu vois. Et ça c'est nickel. Bon, en vrai, si on gagne 1-2$ par jour, je pense que le floor price sera peut-être vers les 60$. Si vraiment on gagne genre 50 centimes pour 10 minutes, je pense que là, le floor price peut être plutôt vers les 20 ou 30$. Il est fait pour burn et rien valoir, et au final, earn du GMT. Mais pareil, les gens revendent du GMT en créant des chaussures. Enfin, ils les burn pas, mais ils revendent en gros du GMT pour minter des chaussures, et en espérant que des gens l'achètent. Mais si personne n'achète les chaussures, bah t'es baisé quoi. Du coup t'es baisé. En fait, c'est pour ça qu'il faut pas faire des move to earn, il faut faire des move and earn. En gros, tu proposes aux gens de marcher, mais de gagner un très petit taux d'argent. Parce que sinon, ça s'emballe. Le jeu Cross the Age, ils ont fait un live avec Asher, et disaient, nous, c'est pas un play to earn, c'est un play and earn. C'est-à-dire que si tu veux utiliser la blockchain, grand bien te fasse, tu vas gagner un petit peu de thunes, pas énormément, donc tu vas jouer et gagner, mais c'est pas jouer pour gagner, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas gagner plein d'argent que tu vas réussir à réinvestir et racheter encore plus, et racheter encore plus, et racheter encore plus. C'est-à-dire que tu vas jouer et gagner, tout simplement. Moi je vois un jour Ethereum dépasser Bitcoin, ça c'est sûr et certain, parce que la blockchain va beaucoup se développer, et on va avoir des possibilités qui vont être mieux sur Ethereum directement, là où avant il y avait des layers 2, c'est-à-dire d'autres crypto-monnaies, d'autres blockchains, enfin non, des blockchains similaires, enfin la même blockchain, mais avec des layers 2, donc on a des surcouches en fait de la blockchain, qui permet de créer beaucoup plus de choses. Mais à terme, je pense que Ethereum a une plus grosse utilité dans les infrastructures que Bitcoin, là où Bitcoin va plutôt être utilisé comme une monnaie, d'échange, de grosses valeurs, etc., pour faire des petits cadeaux à droite à gauche, pour dépenser sur sa ledger ou quoi. Parce qu'à terme, il va devenir de plus en plus, de plus en plus stable et de moins en moins inflationniste. Moi, j'y crois pas fortement aux Ethereum killers. Je pense aux Ethereum compatibles, EGLD par exemple, qui sont compatibles avec la blockchain Ethereum et qui ont une utilité totalement différente. Moi, je pense que Elrond, en tout cas,
dans mon imaginaire, je pense que Elrond devrait plus s'attarder sur les problèmes financiers et la démocratisation des crypto-monnaies à un plus grand nombre, en proposant des cartes crypto, en ayant des portefeuilles, des wallets, des cold wallets décentralisés et pouvoir dépenser ça avec des cartes de crédit, etc. Et pouvoir démocratiser la crypto, plutôt qu'essayer de faire des smart contracts, etc. comme veut le faire Ethereum. Parce que je sais qu'au début, EGLD, ils étaient en mode, on va créer des smart contracts, on va avoir une blockchain ultra rapide et tout, pour que tous les gens puissent créer leurs applications dessus. Mais en réalité, est-ce que c'est bon de faire ça? Je ne sais pas. Je pense qu'il serait mieux de laisser cette place à Ethereum, et pourquoi pas de faire un système financier EGLD, surtout en Europe. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Mais des Ethereum killers qui veulent prendre la place d'Ethereum, j'y crois pas du tout. Après, c'est que mon avis, mon humble avis. Hein. On peut parler un petit peu des NFT. La ministre des Sports qui veut intégrer les NFT dans les places pour éviter les fraudes, et du coup avoir une meilleure sûreté autour du Stade de France. Bon, c'est pas que le Stade de France, mais c'est à cause du Stade de France que on a eu cette décision et c'est cette réflexion qui a été lancée. À voir. Moi j'avais dit, en gros, ils voulaient avoir, comment dire, que toutes les places soient vendues en NFT pour éviter que ça soit des billets falsifiables, des simples feuilles, quoi. Donc, comment est-ce que ça se passerait? Moi j'ai peut-être une petite idée, c'est qu'en gros, à chaque fois que quelqu'un reçoit un NFT, cette personne du coup a par exemple une application dédiée à ça, par exemple une application comme, vous savez, il y a plein de sites pour acheter des places, etc. Des places de concert, des places de foot et tout. Avoir une application qui stocke les NFT justement, reliée à ta puce NFC sur ton téléphone, et en fait par exemple, tu passes, je sais pas, comme pour les cartes bancaires, tu passes par exemple au niveau des stades, ils ont un petit truc qui capte les NFC, pas les NFT, hein, mais les puces NFC, tu double-cliques là, vous savez sur iPhone, vous double-cliquez, vous mettez Face ID, et ensuite tu passes, hop, directement, sur le truc du Stade de France, il te dit, ok, ta puce NFC, elle correspond à telle wallet à tel NFT, donc c'est bon, cette personne peut passer. Et là, ça pourrait fluidifier de ouf. Maintenant, c'est combien de temps ça va mettre? Quelle blockchain va être utilisée, parce que c'est l'État, donc quand même ils vont pas utiliser n'importe quelle blockchain en mode Ethereum ou des trucs comme ça, parce qu'ils vont se dire « Oh non, c'est pas possible, on va pas utiliser ça ». En tout cas, c'est la ministre des Sports qui voulait ça, après ça va être des entreprises privées, le Stade de France, je crois que c'est privé, hein. Pas si c'est public ou privé. Après, quel système? Donc le truc de NFC, ça aurait pu être pas mal. Et pour qui, en réalité? Parce que un concert ou un match de foot, par exemple, t'as des personnes de tout âge. T'as des personnes comme moi qui ont 20 ans, qui sont à fond dans les cryptos et qui pourront utiliser ce système. T'as des personnes qui ont 50, qui ont 40, 50, 60 ans, tu vois, qui vont juste vouloir aller au match et qui vont acheter sur internet avec un billet et tout. Donc ça peut être compliqué. Mais je pense que les NFC, les puces NFC, pourront être un bon moyen pour relier en fait notre puce NFC à un wallet, et ce wallet en fait pourra contenir justement le NFT qui permet. Et si tu passes ton téléphone et que ta puce NFC est reliée à ton wallet, mais que sur ton wallet t'as pas ce NFT, c'est mort pour toi mon gars. Et par exemple, pour revendre ta place, t'auras simplement à dire, bon bah, ils auront juste à faire une marketplace, ou OpenSea, ou j'en sais rien, tu vois, pour revendre les NFT des places. En fait. Du coup, toutes les personnes qui nous ont regardé sur YouTube, merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir en notre compagnie, n'hésitez pas à venir, c'est tous les lundis, de 9h à 10h30 sur Crypto Future, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne perso, AlexB-du-bas, tous les liens sont en description dans tous les cas. Merci à tous, likez la vidéo, abonnez-vous, mettez la petite cloche, bref, comme d'habitude, et sur ce, à la semaine prochaine, salut tout le monde.